Des enlèvements, des rançons, des vols qui se comptent en millions d'euros et le tout en virtuel. Le monde des crypto-monnaies, on en entend maintenant parler aussi pour des faits divers toujours très impressionnants, également pour leur place dans la finance mondiale. Mais tout ça, ça peut parfois sembler un petit peu cryptique, un petit peu lointain et flou. Et donc aujourd'hui, dans 15, on va donner du sens, comprendre un petit peu ce qui se passe dans ces portefeuilles virtuels avec notre invité, Grégory Raymond. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, longtemps vous avez travaillé pour le magazine Capital dédié à l'économie. Votre spécialité, ce sont les crypto-monnaies et c'est pour les démocratiser, pour que tout le monde puisse un peu comprendre ce que c'est et ce qui s'y passe, que vous avez cofondé il y a 3 ans maintenant le média The Big Whale avec des infos indépendantes sur toute cette galaxie qui est centrée autour du web, des cryptos, avec des contenus pédagogues, des décryptages. Vous avez créé ça parce que quoi, vous êtes conscient que personne n'y comprend rien ou... L'histoire de The Big Well, c'est tout simplement qu'il y a 3 ans, commençait à y avoir un besoin énorme de la part du public pour s'informer sur ce sujet-là, parce que en fait, historiquement, on s'est surtout informé sur des blogs de passionnés. Et après, les influenceurs sont arrivés. Moi, j'ai aucun problème avec les influenceurs, mais souvent, en fait, les influenceurs sont rémunérés par des entreprises, par des projets. Donc, l'information peut parfois être biaisée. Pas tout le temps, mais parfois être biaisée. Et en fait, en tant que journaliste professionnel, moi, j'ai voulu apporter la rigueur qu'il y a dans ce genre de... Enfin, dans la façon de travailler à ce domaine-là. C'était vraiment assez nouveau en 2022, année de lancement de The Big Well, ce type de procédé. Ça peut paraître un peu bizarre, parce que là on est entre journalistes, mais ce sujet-là faisait l'objet de tous ces problèmes-là. Donc là, The Big Well a 3 ans maintenant, on est lu par plus de 25 000 lecteurs. On se tourne plutôt vers les professionnels. Mais bon, les particuliers qui sont intéressés pour avoir des informations dans le but éventuellement d'investir ou tout simplement de comprendre font partie de notre lectorat. On va peut-être commencer par le tout début, la base de la base. C'est quoi ce qu'on appelle les crypto-monnaies? La crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? Alors c'est très très large, mais une crypto-monnaie, en gros, c'est une monnaie numérique, donc qui a une existence que sur Internet et qui, à la différence des monnaies traditionnelles, comme l'euro, le dollar, n'est pas émise par un État ou une banque centrale. En fait, c'est un programme informatique, un algorithme en fait, qui décide de la politique monétaire de ces monnaies-là. En fait, tout simplement, voilà, c'est une monnaie où il y a pas d'État derrière. Après, elles sont toutes différentes. Leurs politiques monétaires sont toutes différentes, mais celle qu'on doit retenir forcément, c'est la première, c'est celle dont tout le monde a le mot sur la bouche, sur la langue, c'est le Bitcoin. Parce que le Bitcoin, il est très différent parce que en fait, il y a 21 millions d'unités au maximum en circulation. À la différence, par exemple, de l'euro ou du dollar, tous les jours, en fait, on imprime des nouveaux euros, des nouveaux dollars. Le Bitcoin, en fait, il n'y en aura jamais plus de 21 millions. C'est dans son code, c'est comme ça. Les autres crypto-monnaies, elles n'ont pas forcément toutes les mêmes caractéristiques. La plupart sont vraiment inflationnistes. On en imprime, on en crée vraiment tous les ans sans forcément de limite. Et c'est pour ça que le Bitcoin, en fait, est assez particulier parmi les autres. Et c'est pour ça que c'est celle-là qui doit nous intéresser d'abord. Et pourquoi est-ce que... Déjà, qui est-ce que... Si c'est pas des États qui y a derrière ces monnaies-là, c'est qui se cache derrière? En fait, ce sont des communautés, tout simplement. En fait, ce sont des gens qui... dans le cas du Bitcoin, en fait, se rendre compte que les monnaies fonctionnent mal, qu'elles contribuent en fait à détruire l'épargne des gens sur le long terme, qu'elles sont mal gérées. Et donc en fait, ces gens-là ont voulu créer une sorte de monnaie libre. On se demande si c'est vraiment une monnaie, le Bitcoin, au sens vraiment littéral du terme. Pour simplifier les choses, on n'a qu'à dire que c'est la monnaie d'Internet. Et en fait, c'est une communauté qui a derrière, qui s'est organisée pour la développer, tout simplement. Et ça sert à quoi concrètement si j'ai de la monnaie virtuelle? On dit j'ai des bitcoins, on dit quoi? Ah ouais, on dit j'ai des bitcoins. Ok, Ouais. et si j'ai quelques bitcoins, à quoi ça me sert? Déjà, vous êtes très très chanceuse. Merci beaucoup. Non, alors, il faut dézoomer parce que effectivement, en Europe, pour faire des transactions, ça ne sert pas à grand chose. L'euro, on peut le critiquer, mais par contre, c'est très efficace pour faire des transactions. Enfin, il n'y a pas de souci, le système bancaire européen, il est très très bien. En Europe, en fait, c'est surtout un actif d'investissement, j'ai envie de dire un actif spéculatif, mais avec dans le bon côté du terme. En fait, on investit dans le Bitcoin en pensant que dans le futur, ça aura plus de valeur.
Voilà, c'est comme si vous investissiez dans une action, sauf que en fait là, le projet Bitcoin vous intéresse un peu plus que le projet de Total. Donc voilà, c'est pour ça que vous investissez dans Bitcoin. Ça s'est révélé plutôt un bon investissement hein, sur ces dernières années. Bitcoin est autour de 100 000 euros aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur le Bitcoin, ça valait à peu près entre 1000 et 3000 euros. Et donc c'était en 2017, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, c'est plutôt un bon investissement pour le moment. Mais par contre, il faut dézoomer sur l'intérêt du Bitcoin. En Europe, le système bancaire, pour faire des transactions financières, ça marche plutôt bien. Mais en fait, ça, c'est le cas de à peu près, je sais pas, 1 milliard de personnes dans le monde. En fait, pour tout le reste, le système financier est défaillant. Les banques ne sont pas sérieuses. Ça coûte extrêmement cher de faire des transferts d'un pays à l'autre. Et en fait, c'est là que Bitcoin entre en jeu. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les pays où le Bitcoin est le plus utilisé, et je parle bien utilisé, hein, c'est pas juste acheter et ne pas y toucher en espérant que ça vaille un peu plus. Ça veut dire quoi l'utiliser du coup? L'utiliser, donc c'est pour payer, pour envoyer de l'argent à de la famille à l'étranger. Enfin voilà, Ok. comment on utilise de l'argent. Ces pays-là, c'est le Nigeria, c'est l'Amérique du Sud hein, surtout. Et l'Amérique du Sud, c'est un cas très intéressant parce que le peso, donc la monnaie locale, en fait, elle a en moyenne sur les 100 dernières années, il y a 100% d'inflation chaque année. Donc en gros, vous avez 100 dollars le 1er janvier, eh ben, en fait, ça vaut 100% de moins. Enfin, voilà. À la fin de l'année. Donc il y a un vrai problème. Donc il faut sauvegarder en fait. Comment on fait pour sauvegarder cette épargne? Ou alors on dépense tout de suite pour acheter des biens, ou alors en fait on peut convertir ça dans des dollars. Mais il y a un contrôle d'échange, on empêche les gens quand même d'investir dans le dollar facilement. Et après, il y a le Bitcoin. Et ben, Bitcoin peut servir à ça. Donc il faut toujours dézoomer hein, en tant qu'Européen. Certes, c'est juste pour investir, c'est vrai. Mais par contre, dans le monde, il y a des gens qui ont vraiment besoin de ça parce que leur système monétaire et financier est défaillant. Cet univers-là des cryptos, en tout cas chez nous justement, avec notre petit zoom, souvent on peut le concevoir, il peut être présenté hein, comme quelque chose, un monde soit de spécialistes qui se font une tonne d'argent derrière leur clavier, un cercle assez fermé, quelque chose où il y aurait beaucoup d'argent en circulation, et tout ça c'est appuyé, vous l'avez mentionné, par les influenceurs crypto qui se multiplient un peu sur les réseaux. On entend énormément de choses donc sur les cryptos. Vous, de votre point de vue, c'est quoi les choses les plus fréquentes que vous entendez passer et vous vous dites oh là là, non, Ah c'est ouais. complètement faux. Il y en a plein, il y en a plein. Les 3 plus gros clichés. Alors, je commencerai par la criminalité. Mhm. On a beaucoup comparé le Bitcoin, les cryptos, à quelque chose de très proche du cyberbanditisme, de la vente de drogue en ligne. Avec l'enlèvement de David Ballan, on a relié ça à tout ça. Oui, l'un des hommes à la tête d'une... De Ledger, une des grandes voilà. entreprises, et voilà, qui a été kidnappé il y a peu de temps. On a demandé une rançon en crypto-monnaie. Donc en fait, on associe plein de crimes en fait aux cryptos. La première grosse histoire, en fait, c'est la plateforme en ligne qui était mise en ligne sur le dark web, donc qui s'appelait Silk Road. C'était en gros un Amazon, un eBay, plutôt un eBay, où on pouvait vraiment tout acheter, notamment de la drogue, et on payait en Bitcoin. Et là, on est en 2011-2012. Et en fait, c'est le premier cas d'utilisation où en fait de Bitcoin montrait que ça servait vraiment à quelque chose. On est passé de petites expériences de trois technophiles qui s'intéressaient juste parce que c'était intéressant au niveau de la cryptographie à quelque chose de massivement utilisé. Et donc en fait, depuis ce moment-là, Bitcoin a un peu donc sa réputation est entachée, mais en fait les statistiques aujourd'hui elles sont assez claires. Hein. Aujourd'hui, il y a moins de 0,4% des transactions crypto. Là, je parle vraiment de toutes les crypto-monnaies qui sont reliées à des activités illicites. Donc c'est vraiment extrêmement... Comment c'est possible de chiffrer les activités faites sur le dark web? Eh bien, parce que toutes les transactions crypto sont sur la blockchain. La blockchain, c'est un grand registre de comptes. C'est là où on voit toute l'historique des transactions. On peut tout suivre. Il n'y a pas forcément marqué le nom des gens. En fait, il y a des adresses cryptographiques qui correspondent à des personnes derrière, mais on voit avec quoi elles interagissent. Donc en fait, on peut mesurer s'il y a des adresses qui interagissent avec des choses qui sont flaguées avec des choses illégales, par exemple des groupes cyberterroristes de Corée du Nord, ça on peut le voir. Hein. Donc en fait il y a des études statistiques
tous les ans, qui sont faits par plein d'entreprises spécialisées dans le tracing des transactions. Et les chiffres sur l'année, c'était 2023, on était à 0,38% des transactions qui sont reliées à des choses illicites. Et les choses illicites, c'est pas financement du terrorisme ou ce genre de choses. On est surtout sur des arnaques en ligne, sur des scams. Donc en fait des arnaques qui sont en fait liées juste à l'utilisation des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies se développent, bah, c'est normal qu'il y ait des gens qui essayent voilà, d'en profiter, d'arnaquer les gens. C'est quand les billets de banque sont apparus, bah, on a aussi constaté une augmentation des arnaques aux faux billets. C'est lié en fait au développement de ce moyen-là. Donc en fait, il faut un peu démonter. Certes, il y a des choses illicites qui sont faites avec les cryptos, mais bon, c'est pas énorme, hein. Je pense que si on se demandait quelle est la part de choses illicites qui sont faites avec les euros, je pense qu'on serait largement au-dessus de 0,4%. Je pense que tout le monde serait d'accord avec moi. Deuxième chose, c'est l'empreinte écologique du Bitcoin. C'est vrai que pour protéger le réseau Bitcoin, il faut faire tourner des super ordinateurs qu'on appelle des mineurs, qui sont tous en compétition pour résoudre des équations mathématiques. Ça consomme beaucoup d'énergie, ça c'est clair. On peut comparer ça à de l'énergie de pays, hein. Aujourd'hui, le réseau Bitcoin consomme quelque chose comme la consommation électrique de la Norvège, hein, donc c'est considérable. C'est ce qui en fait que le réseau est impiratable. Mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est certes, ça consomme beaucoup, mais d'où vient cette énergie? Est-ce qu'elle est sale ou est-ce qu'elle est propre? C'est sûr que si on est branché sur des centrales à charbon, c'est horrible, il faut interdire ça. Par contre, les mineurs donc, qui protègent le réseau, donc eux, ce qui leur coûte le plus cher, c'est l'énergie. Donc ils ont intérêt à se mettre aux endroits où l'énergie coûte la moins chère. L'énergie la moins chère, c'est celle dont personne ne veut, c'est celle qui est gâchée, et ça existe. C'est par exemple, la plupart des producteurs d'énergie verte ont des surplus, bah, en fait, où ils trouvent personne en face pour les acheter. Donc en fait, ils laissent cette énergie s'échapper dans l'air. Sauf que les mineurs en fait arrivent et disent: moi, je suis prêt à vous prendre votre énergie parce que je peux me brancher n'importe où. Vous êtes au fin fond de la Laponie, je peux me brancher chez vous. Et en fait, cette énergie-là, en fait, sert par exemple. Aide les producteurs d'énergie verte à financer d'autres projets. Et aujourd'hui, l'énergie du Bitcoin, c'est extrêmement difficile d'avoir des vraies statistiques pour dire à quel point elle est charbonnée ou pas. Mais quand on a les remontées du terrain, des mineurs, en fait, eux, ils disent aujourd'hui, même si je voulais, je n'aurais aucun intérêt à aller me brancher sur une centrale à charbon parce que c'est trop cher, en fait, l'énergie charbonnée. Moi, je veux l'énergie la moins chère possible. Donc, c'est les barrages hydroélectriques, c'est les fermes solaires, c'est les éoliennes. Et en fait, le Bitcoin, aujourd'hui, en fait, tourne surtout avec ce genre d'énergie. Oui, et puis cette question de l'empreinte carbone et de l'impact sur l'environnement globalement, hein, c'est pas le cas que pour le Bitcoin, hein. Cette question, elle se pose énormément pour les IA qui sont en développement. Bien sûr. Mais en fait, la vraie question, c'est, certes, ça consomme beaucoup, mais il faut se demander d'où vient l'énergie. Et je pense que ce sont aux États, en fait, de se saisir de ça. Les États pourraient totalement interdire les mineurs qui, en fait, qui utilisent de l'énergie sale. Mais par contre, si vous branchez sur un barrage hydroélectrique qui, des fois, en fait, ils ont des surplus à vendre et tout, ils galèrent à faire tenir leur modèle économique, tu vois, ces mineurs-là participent en fait à équilibrer le réseau et peuvent être vraiment utiles. Et donc c'est aux États en fait d'intervenir là-dessus. Troisième gros cliché, j'ai envie de dire peut-être le mythe autour des crypto-bros, qu'on parle beaucoup du fait que c'est un écosystème qui est rempli de garçons plus ou moins racistes, libertariens. Moi par exemple, j'ai pas honte de le dire, je suis de culture de gauche. Moi j'ai toujours voté à gauche. Ce qui m'a intéressé dans le Bitcoin, vous êtes peut-être un crypto-bro de gauche. Ça peut exister? Bah oui, ça peut exister parce qu'en fait, il y a énormément de mouvements libertaires à gauche et le Bitcoin, c'est un peu ça aussi. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressé dans le Bitcoin, moi, en fait, j'étais tout jeune journaliste, hein, j'étais même encore à l'école. Quand le crash des subprimes est arrivé, le crash de Lehman Brothers, c'était septembre 2008, après, il a fallu sauver toutes les banques. On a imprimé énormément d'argent public avec ça. En fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, on va le payer un jour. On ne peut pas imprimer de l'argent sans que ça ne produise pas des conséquences derrière. Et Bitcoin, en fait, est arrivé à ce moment-là. Et Bitcoin, c'était une réponse, en fait, à ça, au fait que l'argent était mal géré et que surtout, les citoyens n'avaient aucun mot à dire, en fait, là-dessus, sur la gestion de la politique monétaire. Et qui a été aggravée, en plus, avec la crise grecque, la crise des dettes souveraines, où on a vraiment imprimé de l'argent pour sauver des États. Après, c'était très bien de sauver les États, on ne va pas laisser les gens mourir. Mais de l'autre côté,
bah, notre monnaie, en fait, elle perd de la valeur mécaniquement chaque année à cause de ça. Donc Bitcoin est une proposition alternative. Et en fait, Bitcoin, les gens qui s'intéressent à Bitcoin, c'est ceux qui se questionnent sur la façon dont sont gérées les monnaies, dont sont gérés les États. Et on peut y voir un projet politique derrière, hein. On le voit bien autour de Trump, hein. Il y a énormément de gens de la crypto Ouais. qui sont des libertariens et qui effectivement sont anti-État. Mais moi, je vois le Bitcoin comme disons une alternative et en tout cas un moyen de se questionner sur la façon dont nos monnaies sont gérées. Et je pense que si Bitcoin devenait de plus en plus important, en tout cas si on en parlait de plus en plus, ben, je pense que ça pousserait les États à être un peu plus sérieux avec la gestion de la monnaie. Parce que notre monnaie, c'est ce qu'il y a sur notre compte en banque tous les jours, hein. Donald Trump qui à peine investi donc a lancé sa propre monnaie virtuelle, sa propre crypto. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Lui qui avait quand même longtemps dénoncé et qui s'était largement distancé de tout ce système, pourquoi est-ce qu'il a lancé ça? À quoi ça sert? Qu'est-ce que je peux faire avec cette crypto-monnaie de Donald Trump? Alors, depuis quelques jours, vous pouvez vous acheter des magnifiques casquettes à Oui. l'effigie de Trump sur son site officiel. Non, mais soyons sérieux, en fait, cette crypto de Trump, on appelle ça un meme coin. Un meme coin, c'est une crypto-monnaie, en fait, qui n'a de valeur que l'attention qu'on peut lui donner. N'importe qui peut en créer une aujourd'hui. Par exemple, on pourrait créer une 15 coin. Un 15 coin, Bah allez, hein, ça c'est part. possible, mais il aurait de la valeur en fait si tous les auditeurs en fait se mettaient à l'acheter. Il aurait de la valeur pour moi en tout cas. Une valeur symbolique en tout cas. Mais en tout cas, sa valeur, c'est seulement s'il y a des gens qui l'achètent. Mais ils l'achètent comme si, pour en revenir sur l'histoire de Trump, c'est comme s'ils achetaient la casquette Make America Great Again. C'est la même chose, c'est du merchandising et ça n'a aucune autre valeur que ça. Et ce qui est dommage, c'est que en fait Trump il a dit tout le temps pendant sa campagne qu'il allait faire de cette industrie crypto, en tout cas l'industrie américaine, la première du monde sur la crypto et tout. Premier truc qu'il fait, enfin même c'était 2 jours avant son investiture, il crée un meme coin, qui est la chose la moins sérieuse en fait de cet écosystème. Bitcoin essaye de résoudre des problèmes de bancarisation, de gestion de la monnaie. Ça, ce sont des choses très sérieuses. Mm. Un meme coin, c'est rien, c'est du fun. Après, moi, tout le monde, après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est un président qui arrive au pouvoir, qui lance ça. Enfin, pourquoi il fait ça? Bah, on connaît tous Trump. C'est quelqu'un qui est là pour faire de l'argent. Mm. Il a vu une opportunité. Il y a plein de gens qui l'adorent parce qu'effectivement, il dit des choses positives sur la crypto. Il va lancer une crypto et il s'est fait plein d'argent. Et voilà. Est-ce que tout de même à terme ou même déjà maintenant, la valeur politique des cryptos, de Bitcoin pour l'heure, peut vraiment avoir un impact sur les relations géopolitiques, en tout cas économiques mondiales entre États? On n'y est pas encore, Mhm. mais je pense on va y venir parce que de plus en plus d'États sont en train de réfléchir à mettre des bitcoins dans une réserve nationale, même les États-Unis, hein. En Europe, pour l'instant, on ne se pose pas trop la question, mais enfin, en tout cas, si en République tchèque, on se la pose. Mais bon, voilà, il y a plein de projets dans tous les pays. Et on observe aussi comment dire, une baisse en fait de l'utilisation du dollar dans les flux financiers internationaux. Parce qu'en fait, quand on utilise le dollar, on est un peu dépendant des États-Unis. Ils peuvent aussi enquêter sur nous parce qu'il y a une extraterritorialité de leurs droits, en fait. À partir du moment où on touche au dollar, en fait, on peut subir un procès de la part des États-Unis ou des pressions. Donc pour les États, surtout les États qui sont de moins en moins alignés avec les États-Unis, en fait, il faut trouver peut-être une devise alternative. Le yuan, donc la monnaie japonaise, la monnaie chinoise, est totalement manipulée, c'est un peu tendu. Le rouble, personne n'en veut. En fait, le Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est un protocole informatique derrière, mais on pense qu'on veut du Bitcoin, mais en fait, c'est comme Internet, c'est neutre. Le protocole en lui-même est neutre, c'est un programme, il n'y a pas de président, voilà. Et donc il n'a pas de projet. Donc en fait, le Bitcoin peut être un outil extrêmement efficace pour faire fonctionner, pour faire circuler de l'argent à travers le monde et sans qu'on puisse le bloquer. Si je vous fais une transaction en Bitcoin, absolument personne ne peut la bloquer, vous allez la recevoir. Donc ça c'est quand même très très utile pour des échanges internationaux de pays. Donc je pense que ça va contribuer à mettre une pression énorme sur le dollar. Donc c'est pour ça que Trump, il est très opportuniste, il a compris qu'il avait de l'argent à se faire, mais je pense qu'il est en train de scier la branche sur laquelle il est assise en légitimant le Bitcoin. En fait, quelque part, ça va faire perdre du poids au dollar.
Sinon, récemment, dans l'actualité ici en France, on a entendu parler des cryptos ces derniers jours pour d'autres raisons. Hier encore, on pouvait lire qu'un Français avait été arrêté en revenant de Saint-Barthélemy parce qu'il a quelques années avait volé ce qui vaut maintenant 210 millions d'euros en crypto-monnaie. Il y a 10 jours, le cofondateur, on le disait tout à l'heure, de Ledger qui avait été kidnappé hein, en échange d'une rançon assez énorme, réclamée également en crypto-monnaie. Tout ça, ça laisse entrevoir un peu un monde où il n'y a que des énormes sommes d'argent en circulation. Déjà, dans un premier temps, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les personnes qui sont vraiment investies, qui sont des investisseurs en crypto-monnaie, sont pour la plupart des personnes qui vont brasser énormément d'argent? Ah bah, malheureusement, non, hein. Ça serait trop simple, hein. On peut pas créer de la richesse comme ça. Non, effectivement, il y a des grandes fortunes crypto. Souvent, ce sont les gens qui ont cru très tôt dans ces nouveaux systèmes. Donc, le cofondateur de Ledger en est un, parce que Ledger, l'entreprise a 10 ans aujourd'hui, hein. Donc, s'il s'est intéressé au point de lancer une entreprise là-dedans, bah, on peut penser qu'il en a beaucoup. Après, il y a le cas des influenceurs qui sont rémunérés en Exactement. crypto. Et effectivement, ces gens-là, oui, ont potentiellement beaucoup d'argent. Mais le truc, en fait, c'est que ces gens-là qui ont beaucoup d'argent, qui sont devenus, et surtout qui ont gagné cet argent relativement vite, en fait, ils continuent à vivre normalement. Alors qu'ils ont une fortune digne d'un ou d'une patronne du CAC 40. Sauf que quand on est patron du CAC 40, bah, on a la sécurité qui va avec. Mm. Il y a des gardes du corps, ce genre de trucs. Bah, en fait, ces gens-là vivent normalement. Donc, en fait, ça fait des cibles parce qu'ils ne sont pas éduqués sur la sécurité en fait qui doivent mettre autour d'eux. On peut trouver leur adresse très vite sur Mm. Internet, hein. Il suffit qu'ils aient une petite société. Bah, souvent, ils ont une société pour recevoir voilà, leur rémunération. On peut trouver leur adresse postale. Je pense pas qu'on va trouver l'adresse postale de Xavier Niel dans Google. Faut Donc en fait, essayer. on peut mener l'enquête. Mais en fait, voilà, donc ces gens qui ils se sont pas mis assez haut niveau. Et je pense que ce qui s'est passé avec David Ballan, mais aussi avec d'autres influenceurs, Mm. d'autres personnalités de l'écosystème qui ont subi des pressions, voire même des kidnappings de la famille, des choses comme ça. Il va y avoir un avant et un après. Et je pense qu'ils vont se mettre à niveau en sécurité, quoi. Est-ce que ça sert à quelque chose de réclamer une rançon en crypto-monnaie ou de voler de la crypto-monnaie? Est-ce que vraiment on peut la recevoir et ensuite en faire usage de notre côté? Alors s'il y a des gens, parmi des gens qui nous écoutent, qui projettent enfin, de faire des choses illicites, voire même de kidnapper quelqu'un en échange de crypto-monnaie, je vous préviens tout de suite, c'est la pire chose à faire. Parce qu'en fait, comme on le disait tout à l'heure, absolument tout est traçable. Donc, certes, c'est bien parce qu'on peut envoyer des sommes extraordinaires à l'autre bout du monde, en fait, sans intermédiaire, très rapidement, ça c'est clair. Mais par contre, on pourra suivre les fonds en temps réel. Là, actuellement, il y a une chasse en fait qui est autour de la rançon qui a été Mm. envoyée aux ravisseurs de David Ballan, parce qu'il y a toujours une enquête qui se poursuit et les donneurs d'ordre Oui. qui étaient à distance, eux, n'ont pas été encore arrêtés. On voit les flux se déplacer. Mm. Et en fait, ces gens-là vont finir par se faire avoir. Donc en fait, le, ce qu'il faut se dire, c'est que si on veut faire quelque chose d'illégal, c'est pas un conseil, mais les billets de banque, il n'y a rien de plus discret en fait. Contrairement à ce qu'on pense, les billets de banque ne sont pas Ouais, c'est traçables. pas Il n'y a ça. pas une puce GPS dedans. Voyez la blockchain, les cryptos, Mm. comme de la monnaie avec une puce GPS Mm. dedans. Il n'y a pas votre nom dessus, mais on voit vos adresses cryptographiques. C'est comme votre adresse IP sur votre ordinateur. Si vous faites une recherche sur j'aimerais bien fabriquer une bombe sur Google, ben, en fait, vous allez pouvoir être retracé Mm. via votre adresse IP. Là, c'est un peu pareil, quoi. Ce monde quand même très, très fantasmé, hein, sur lequel on a quand même un petit peu des images de richesse infinie, il est beaucoup aidé et poussé par les influenceurs réseaux, donc des comptes TikTok, Insta, X, ou des personnes en plan face cam nous expliquent à quel point ils ont fait multiplier leur fortune par 3 en 2 jours grâce aux investissements crypto. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'au contraire, c'est que des sponsors et une façon un peu de prendre la communauté, leur communauté, comme pour des pigeons, pour le dire? Quel est leur rôle à ces influenceurs-là? Il y a un peu de tout hein, déjà dans l'influence, hein. Moi, j'en connais beaucoup. La plupart sont des gens très bien, qui sont vraiment animés d'une grande passion pour le sujet, qui au départ ont commencé ben, comme des amateurs. Ils voulaient Mm. juste partager
ce qu'ils apprenaient et tout. Et en fait, le sujet intéresse tellement les gens que les communautés deviennent de plus en plus grosses. Et après, il vient le moment où les marques, les services financiers vous appellent pour dire, voilà, j'aimerais bien travailler avec vous et tout. Donc, il y en a qui se vendent totalement, qui sont prêts à faire la promotion de projets dangereux ou inutiles, ou voilà, mais juste parce que le chèque est là à la fin, à la fin de la Ce serait prestation. en quoi? C'est des cryptos qui sont pas du tout des placements intéressants pour, Oui, voilà, peut y avoir d'accord. des arnaques ou des cryptos juste qui servent à rien. Mmh. Donc voilà, donc ce que vous dit votre influenceur préféré, faut faire attention. Et après, il y a des influenceurs qui ont une due diligence stricte, c'est-à-dire ils regardent vraiment si le projet est intéressant ou pas, ils ne s'associent qu'avec des choses que eux pourraient utiliser. Et après, il y a des influenceurs qui disent non à toute rémunération de la part de marques et qui continuent un peu tout seuls dans leur coin. Mais bon, voilà, ces gens-là sont obligés d'avoir un travail à côté. Éduquer les gens par rapport aux cryptos, si ça implique de faire une double journée le soir, voilà, on fait pas ça que pour la gloire. Donc moi je comprends aussi les influenceurs qui travaillent avec des marques, il n'y a pas de souci avec ça. Juste faut être un peu respectueux de sa communauté et pas l'exploiter à fond en l'exposant à des produits nuls. Donc voilà, c'est ce qu'il faut dire. Mais encore une fois, pour ceux qui s'informent via les influenceurs, n'oubliez pas que voilà, vous pouvez être le produit. Donc il faut voilà, et c'est pas, il faut à votre tour que vous alliez regarder vraiment ce qu'on vous dit. Et souvent quand quelque chose est trop beau, c'est que c'est faux. Surtout quand on parle d'argent. Est-ce que le public de ces influenceurs, est-ce que c'est uniquement des jeunes ou est-ce qu'il y a peut-être une partie un peu plus âgée qui a moins intégré, on va dire, Ah, ce il y paysage-là? a de tout. Il y a de Franchement, tout. il y a de tout. On peut penser que c'est que les jeunes. Non, non, pas du tout. Il y a tout le monde. Il y a absolument tout le monde. Et pour une raison simple par rapport au reste, aux autres thématiques, c'est que pendant longtemps, les médias ont été extrêmement nuls pour couvrir le sujet. Et donc, il y avait un vide à combler. Et donc, il y a plein de gens qui se sont dit, moi, je vais faire de l'information, je vais éduquer les gens sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que les influenceurs sont peut-être plus présents que sur d'autres thématiques, qui sont plus présents en crypto. Parce que très longtemps, les médias n'étaient pas à la hauteur. Les médias disaient, bouh, c'est l'argent des criminels, c'est nul, c'est une arnaque et tout. Sauf qu'en fait, il y a vraiment quelque chose derrière, quoi. Donc voilà, les influenceurs sont arrivés là. Et nous, chez The Big Well, c'est aussi en voyant ce vide à combler qu'on s'est dit, il faut qu'on lance un média, mais avec les codes du journalisme traditionnel qu'on connaît, la vérification des informations, le fait de ne pas faire la promotion déguisée de produits, voilà, tout simplement. Et pour continuer ce travail, vous avez également sorti, il y a quelques semaines, quelques jours, le livre Bitcoin Crypto, l'enjeu du siècle. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous avez déjà lancé votre crypto? Non, C'est pas un projet? non, à part ma mère, je pense que personne ne voudrait l'acheter. Donc, Elle s'appellerait comment? non, mais j'en sais rien. Ok, on va y J'en sais rien. réfléchir. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de 15 cette semaine. On vous souhaite une excellente journée et de très bonnes transactions. Merci beaucoup.